Salut à tous, bienvenue dans le podcast Hors-Jeu Capital. Alors, on se retrouve une deuxième fois cette semaine pour débriefer le premier match du Paris Saint-Germain en Ligue 1 cette saison. Malheureusement, on commence par une défaite, le PSG qui a perdu 1-0 face à Lens hier. On va y revenir durant le podcast, mais je vais déjà vous présenter l'équipe qui va m'accompagner justement pour revenir sur le match. Tout d'abord, Mousse. Comment ça va, Mousse? Écoute, en forme comme l'entrée tressée. Voilà. Ah ouais, donc en fait, toi, t'es plus Uber Eats que Ligue 1, quoi. Ah, je sais pas si ça se voit, mais ouais, Non, mais c'est bien c'est parce que les quelque chose comme caméras, ça. nous, on est bien parce que les caméras frontales, ça coupe là, donc on voit pas. Ressé lui envoyait tout hier, donc c'est un peu contraignant, quoi. Yacine Amnet qui est avec nous également. Ça va, Yass? Salut à tous. Ouais, ça va, ça va. On va pas dramatiser Ouais. sur une défaite à Lens une première journée, ça va. Voilà. Et enfin, avec nous, il fait son retour avec nous pour parler du premier match du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Cédric est avec nous, notre aventurier de koh et notre supporter du PSG. Ça va, Cédric? Ça va. Premier match, bon, on va en parler, mais oui, sinon ça va. Bon, je veux adresser quand même un petit mot parce qu'on a appris la triste nouvelle à un aventurier de koh de cette édition, Bertrand Kamal, qui est décédé à la suite d'un cancer. Donc voilà, je sais que ça t'a touché personnellement, même voilà, vous êtes une grande famille, les aventuriers de koh donc je voulais adresser un petit mot à sa famille et on pense à leurs proches. Ouais, c'est très gentil. Merci. On va revenir donc, on va rentrer dans le sommaire de l'émission. On parlera donc du match de cette défaite du Paris Saint-Germain hier inaugurale face à Lens au stade Félix Bollert et on reviendra en fin de podcast sur l'arrivée d'un joueur, enfin une arrivée pour le mercato du Paris Saint-Germain, Alessandro Florenzi, qui a été confirmé par Thomas Tuchel hier, qui arriverait donc numériquement pour remplacer Thomas Meunier au poste d'arrière droit. Mais on le verra, il est polyvalent, il peut jouer sur tous les fronts du couloir droit. On va commencer donc par le débrief de ce match. Le but de Ignatius Ganago à la 51e qui a permis à Lens de l'emporter hier. Mousse, je me tourne vers toi directement. Thomas Tuchel, donc on le sait, le champion de France parisien, a ouvert sa saison avec une équipe remaniée, privée de Keylor Navas, Neymar, Di Maria, Marquinhos, Icardi, Paredes, Mbappé, donc plus Sergio Rico qui n'était pas qualifié pour le match puisque c'était un match reporté de la deuxième journée. Le Paris Saint-Germain a eu la possession de balle, mais a énormément souffert et n'a surtout pas su quoi faire de ce ballon hier. On le verra après par les stats, plus de 75% de possession de balle. Mais malheureusement, le Paris Saint-Germain n'a pas su quoi faire du ballon hier. C'était quand même assez compliqué. Ouais, après, il faudra distinguer les demi-temps, parce que la première, elle est, on va dire, correcte, parce qu'ils ont eu la possession, mais c'était une possession stérile, quoi qu'il arrive. En fait, moi, avant le match et au vu de la compo, j'attendais pas grand-chose. J'imaginais peut-être une toute petite victoire ou un match nul, genre une petite victoire 1-0 ou un match nul. Parce qu'au vu des titulaires et ce qu'il y avait sur le banc, tu pouvais pas espérer grand-chose. Après, on peut s'interroger sur les choix de départ de Thomas Tuchel, parce que encore une fois, je comprends pas, et c'est une habitude chez lui de faire jouer les joueurs pas à leur poste, alors qu'il y avait des joueurs sur le banc qui auraient pu prétendre à ces postes-là. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Une première mi-temps, j'allais dire, pour une reprise et pour des joueurs en manque de rythme, sans surprise. Je n'en attendais pas moins. Par contre, sur la deuxième mi-temps, non, ça c'est, on n'a pas le droit de faire ça. Alors c'est vrai qu'on a vu un Lens en première mi-temps qui peut-être nous a regardé un peu jouer. Quand ils sont revenus en deuxième mi-temps, ils n'étaient pas du tout dans le même état d'esprit et ils ont fait ce que déteste le PSG. Voilà, ils ont joué, ils sont rentrés dans l'équipe, un peu à l'image de Saint-Etienne, en moins violent, peut-être avec moins d'intensité, mais en tout cas, ils ont bien embêté cette équipe de Paris qui n'avait pas de solution en deuxième mi-temps, qui ne trouvait rien. On avait l'impression qu'ils étaient perdus. Donc, un peu inquiétant à 3 jours du Classico. Ouais. Cédric, toi, comment tu as ressenti le match, ton analyse lendemain de cette défaite? C'est vrai que Mousse le disait, il y a une première mi-temps, on va dire le PSG a quelques occasions, a le ballon, et en deuxième période, ça s'est totalement écroulé et Lens en a profité. Enfin, moi, je suis surtout déçu en fait des cadres, enfin de certains joueurs. En plus, notamment, on parlera après de ces joueurs-là en cas par cas, mais des mecs comme Sarabia, Gay, Herrera. Voilà, moi, j'attendais déjà un peu plus de ces joueurs-là. Je suis très déçu. Donc, l'animation offensive, c'était compliqué. Les jeunes, j'ai été plutôt, on va dire, satisfait entre guillemets, surtout sur la première période. Je rejoins Mousse pour ça. Après, c'est les choix de Tuchel, les choix de Tuchel, surtout en défense. Je sais pas, c'est une catastrophe. On achète Diallo. Je sais pas, c'est pourquoi faire. C'est pour faire joli. C'est Kehrer, on le balade. On met Kurzawa, on le met à droite. Enfin, déjà qu'à gauche, il a du mal. On le met à droite. Enfin, c'est une catastrophe, quoi. C'est une catastrophe. Je comprends pas. Vraiment, il y a des choses qui me. Voilà, je suis un peu dubitatif sur les choix de Tourelle. Yacine,
es dans le même mood. Toi aussi, tu as du mal à comprendre les choix de Tourelle et même son coaching pendant le match pour changer la donne. Ça Bah, fait un moment qu'il comprend plus, Yacine. Je en sais, je sais. fait, Mais tu sais, moi, je lance exprès une Dur. question un peu anodine, un peu bête, Non, limite. mais en fait, tu sais pourquoi je dis ça? Tu vois. C'est parce que pendant que tu poses la question, moi je regarde la tête à Yacine et moi ça me fait rire en fait. Moi, c'est non, mon bah, bonheur du matin, tu vois. Vas-y, yes. Il se en fait, décompose. le truc, c'est que je suis pas surpris parce qu'en fait, ça fait quand même 1 an maintenant qu'il fait n'importe quoi. Dans tous les papiers pratiquement que je fais d'après-match, je parle du coaching, de ses mauvais choix, de ses changements tardifs, du manque d'idées. Et là, c'était encore pire parce qu'effectivement, il avait un banc plus restreint que d'habitude. Donc, il fait un coaching qui est pour moi inutile à ce moment-là du match quand tu perds 1-0. Mais en fait, il y a 2 choses. La première, c'est que malgré tout, il ne faut pas oublier que Paris perd sur une erreur de Boulka. Donc, tu es obligé d'en tenir compte parce que malgré tout, s'il n'y a pas cette erreur, il y a 0-0. Alors, effectivement, le match, il n'est pas bon. Mais déjà, tu ne le perds pas. Tu le perds sur une grossière erreur parce que sur l'action, il récupère le ballon. Il y a Kimpembe qui est tout seul à gauche, il ne veut pas la donner. Et il attend que Verratti vienne. Et quand Verratti vient, il y a 3 Lensois autour de lui. Alors, ok, Verratti, il est capable de s'en sortir. Mais en plus, la passe, elle n'est même pas bonne. C'est-à-dire que c'est même pas, elle est sur Verratti, elle est interceptée ou Verratti fait un mauvais contrôle. La passe, elle est sur un Lensois. Mais Donc, en c'est plus, pas. yes, pour te laisser la parole après, Verratti, sur l'action d'avant, il l'engueule parce qu'il relance pas court et qu'il envoie cacahuète sur cacahuète. Et du coup, Boulka, je pense, veut relancer court sur Verratti et il se fait Ouais. piéger, il fait une Mais passe un peu pourrie et ça Oui, passe. mais il y a- Passe de merde. Oui, une passe de merde. Je voulais tu le peux, dire, Cédric, mais tu peux pas, à ce niveau-là, depuis 10 ans, on nous répète que les gardiens aujourd'hui, ils doivent avoir une relance qui sert à quelque chose. D'ailleurs, City, Liverpool, le Bayern ont tous des gardiens qui savent faire ça. Et en fait, toi, ton gardien, il ne sait pas le faire. Et en plus, c'est pas la question de relancer court ou pas, c'est qu'il a la solution Kimpembe qui est tout seul à gauche. Donc, il fait un mauvais choix. Après, dans le contenu, effectivement, il y a cette possession stérile pour plein de raisons. Il y a les choix de départ de Tourelle. Bon, voilà, je ne vais pas répéter ce qu'on a dit, Kurzawa, etc. Moi, je pense, alors on rentrera un peu dans le détail après, mais moi, je pense que j'ai presque l'impression qu'aujourd'hui, Tourelle, il fait des choix plus que politiques, c'est-à-dire, en gros, soit pour montrer la faiblesse de l'effectif, soit pour dire aujourd'hui, je ne peux plus travailler et je veux me faire virer. Voilà. Pour moi, aujourd'hui, on en est là. on arrive à ce Ouais, constat-là. ouais. Parce que son attitude sur le banc pendant le match, elle est quand même très spéciale. On a l'impression que le match, tant pis, il arrivera ce qu'il arrivera. Et ses choix de fin de match, on y reviendra, mais ils sont vraiment pour dire je fais des changements, mais je ne peux rien faire de mieux. Alors que, par exemple, même si Kalimundo n'est pas au top sur la deuxième mi-temps, tu perds 1-0. Pourquoi tu l'enlèves? Comme Kyle Ruiz, hein, que tu fais remplacer voilà. par Colin Dagba, qui n'a aucun Voilà. sens, que tu Pour faire replaces rentrer à Fessi. gauche. Tu remets Bernat, enfin, ça décale tout le système, déjà que c'était compliqué. Mousse, c'est vrai que pour aller dans l'analyse du match, vraiment dans la première période, il y a un gros pressing, on va dire, des Lensois dans les 10 premières minutes qui essayent d'un peu d'étouffer le PSG. Ensuite, le PSG a le ballon, notamment Kyle Ruiz, qui a été intéressant dans l'utilisation du ballon. Hein. C'est peut-être une des rares satisfactions avec Kalimundo de ce match. Comment tu as ressenti cette première période, toi? Il y a belle frappe de Kyle Ruiz qui passe pas loin des buts de Leka, mais il y a aussi cette grosse occasion de Ganago qui fait poteau et qui peut aussi crucifier le PSG en première période. Comme je l'avais dit en préambule, la première mi-temps, moi, j'en entendais pas plus, mais j'étais pas non plus déçu parce qu'on savait qu'en termes d'entraînement, il y avait peu de joueurs qui avaient pu s'entraîner collectivement. Quand tu as 7 ou 8 absents que des titulaires, évidemment que c'est difficile parce qu'ils ont tous le niveau pour jouer, évidemment. Mais c'est quand même une équipe inédite. Personne ne se connaît, il n'y a pas d'automatisme, c'est compliqué. Tu as 3 joueurs de moins de 20 ans, parce que Boulka, je crois qu'il a 19 ou 20. Il y a 20 ans, ouais. Voilà, 20 ans. Et devant, tu avais Kalimundo 18 et Ruiz 18. Donc, un poste à des postes importants, gardiens et ceux qui sont censés amener la force offensive. Sur la complicité, moi j'ai bien aimé Kais Ruiz et Kalimundo en première mi-temps, parce que ce sont 2 jeunes de 18 ans. Alors, ils n'ont pas fait des trucs de dingue, hein, c'est vrai, mais à 18 ans, ce qu'ils ont fait, ils ont combiné. Il y avait même une petite complicité entre Verratti et Ruiz. Ils ont pas mal échangé aussi. Techniquement, Ruiz, c'est fort. Ouais, mais ça, on le savait. Tout le monde savait que c'était un bon manieur de ballon. Après, il a peut-être été parfois un peu timide. Parfois, il a
aussi voulu un peu trop se montrer. Il a eu quelques pertes de balles. Bon, après, ça, c'est la jeunesse. Sur Boulka, je vais être peut-être un peu plus indulgent que Yacine, parce que de toute façon, on n'avait pas d'autre choix. C'était soit Garrison Innocent, soit Boulka. Je rappelle que Navas était absent pour Covid et Erico n'était pas qualifié. Et Donc là-dessus, Areola est parti à Fulham. et Areola, puis de toute façon, même si Areola n'était pas parti, je ne pense pas qu'il Ouais, pour était. dire, Voilà. il y a vraiment que les deux là dispo, quoi. Ouais. Mais sinon, non, sinon, la première mi-temps, encore une fois, bon, voilà, c'était pas terrible, mais voilà, on a essayé de travailler un peu. Il y a eu, là, le ballon, il a circulé, mais comme l'a dit Yacine, c'était un peu stérile. Moi, vraiment, ce qui m'a inquiété, c'était vraiment la deuxième mi-temps, où tu as l'impression que les joueurs étaient complètement perdus, ils ne savaient pas quoi faire du ballon. Kais Ruiz, je pense que physiquement, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il l'a sorti, moi, je pense qu'il était. Il était cramé, ouais, il était cramé comme toute l'équipe hein, d'ailleurs. Hein. Et d'ailleurs, Verratti, c'est un miracle parce qu'on nous a expliqué avant la rencontre que Tuchel avait communiqué en disant qu'il n'allait certainement pas faire tout le match. Le problème, c'est comme c'est le meilleur sur le terrain et c'est le seul qui pouvait un peu t'apporter de mouvement au milieu de terrain, et il n'a pas eu d'autre choix que de le garder. Mais moi, je suis inquiet pour dimanche. Je suis inquiet pour dimanche. Verratti, il a joué 90 minutes, il n'était pas prêt. Il faudra voir. Donc, et après, on rentrera en détail sur les autres joueurs. Mais première journée sans rythme, voilà quoi. Blasé Mousse. Oui. Cédric, toi, comment tu fais l'analyse pour parler un peu de la première et aussi rentrer dans la deuxième période? On a vu aussi que le jeu pendait beaucoup à gauche, hein, évidemment, Kais Ruiz qui rentrait beaucoup dans l'axe, etc., qui essayait d'échanger. Sarabia, pareil, qui n'a pas pris son couloir, qui a eu du mal dans l'élimination, dans la finition, et du coup, qui essaie lui aussi de rentrer dans l'axe. Et comme Kurzawa n'essayait pas de dédoubler pour lui proposer des solutions, ça fait qu'on avait un jeu avec un gros embouteillage devant la surface et très peu de tirs, etc. Donc peu de variété dans le jeu du PSG pour inquiéter Lens, en fait. Bah de base, déjà, il y a un déséquilibre. Kurzawa, c'est pas son poste. Donc déjà, tu déséquilibres le côté droit. En plus, tu as Sarabia qui en ce moment est un peu à côté de ses pompes. Enfin, déjà, ça fait 3-4 matchs qu'on ne le retrouve pas vraiment comme d'habitude. Donc évidemment, le jeu a penché à gauche. Et même à gauche, tu as un Bernat qui était aux abonnés absents hier, qui a fait un peu en première mi-temps, qui a fait une bonne figure, on va dire, entre guillemets. Et encore, défensivement, c'était très compliqué. Donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Après, moi, j'ai bien aimé justement l'animation entre Kayumondo et Ruiz. Parce que je trouvais que vraiment, voilà, il y avait une belle complémentarité entre les deux, même avec Verratti, ça c'était bien, mais ça s'arrête là. Gay, il est où Gay? Excuse-moi, mais Gay, hier, c'était une catastrophe encore. Herrera, c'est pareil, il n'a rien montré. Ces mecs-là, normalement, dans ces matchs-là, c'est là qu'ils doivent montrer un petit peu leur importance, qu'ils ont une valeur ajoutée, et que quand les autres sont blessés ou absents, ou peu importe, ils peuvent mener un peu l'équipe. Je sais pas, Herrera et Gay, ils ont joué en première ligue. C'est des mecs, c'est des gros joueurs, quoi. Donc moi, je suis très déçu par ça. Les jeunes, non, les jeunes, je trouve qu'ils ont fait le taf, ils ont fait ce qu'il fallait. Mais je suis extrêmement déçu par Tourelle et par les cadres, les pseudo-cadres comme Gay, comme Herrera. Bon, après, Kehrer, Kurzawa, on va pas en parler. Mais même Bernat, hein, qui a pas fait son match non plus. Et puis voilà, on a vu Kimpembe qui était là en train d'essayer de colmater les brèches à droite à gauche avec un Ganago qui était tout feu tout flamme. Donc il fallait que tu surveilles Ganago au pilote. Puis c'est trop compliqué, quoi. Donc ouais, moi je suis extrêmement déçu par les pseudo-cadres, surtout. Est-ce que sur Bernat, c'est pas le fait qu'il y ait Ruiz devant lui et peut-être une consigne de Tuchel parce que quand même, Ruiz physiquement, c'était pas, il était frêle le jeune homme. Défensivement, il s'est fait bouffer. Hein. C'est ça. Oui, mais il n'y a pas eu beaucoup d'occasions de lance pour dire que Juan Bernat s'est fait bouffer sur son côté. Franchement, honnêtement, en première mi-temps, tu l'as dit Hugo, il y avait la frappe sur le poteau, quelques contres mal menés parce que ça n'arrivait pas au bout. Ouais. Offensivement, on ne peut pas dire que Lens hier a fait un match. Physiquement, il s'est fait bouger. Hein. Ouais. Bernat s'est fait bouger physiquement. En deuxième mi-temps, oui, en deuxième temps, mais en première mi-temps, c'était pas. Non, Lens, c'était pas encore ça. Quoi. La première, c'était stérile en fait. Je pense que Lens avait peur. Ils ont préféré regarder ce qui se passait. Ouais, c'est ce que ils nous regardaient jouer et après en deuxième mi-temps, effectivement, ils ont mis un peu plus d'intensité et là ça a été compliqué. Ils ont compris qu'en première mi-temps, ils ont regardé un petit peu ce qui se passait. Ils se sont dit, animation offensive, on n'a pas trop de crainte, donc deuxième mi-temps, on va y aller quoi. C'est vrai que Lens avait l'air, était plus au point physiquement parce qu'ils avaient déjà disputé une journée de Ligue 1 contre Nice, etc. Donc on sentait que les joueurs physiquement, ils étaient plus à l'aise et on l'a vu, hein, ils sont fait un peu rentrer dedans. Les Parisiens, ils n'ont pas su tenir le choc physique, en tout cas, à l'image de Kais Ruiz, qui certes a été intéressant avec le ballon, mais quand on lui est rentré dedans, notamment Doucouré, je pense à Doucouré au milieu de terrain, le jeune formé à Lens, qui ne lui a pas laissé trop de possibilités en deuxième période. Tu as les automatismes aussi. Hein. Oui, bien sûr. Après, il
il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'on sait que souvent, les grosses équipes, il vaut mieux les jouer tôt dans le championnat. Parce qu'elles ne sont pas prêtes, elles sont préparées pour être prêtes plus tard. Et en plus, Paris a vécu 3 mois étranges, puisqu'il y a eu la coupure, la préparation pour la Ligue des Champions, la coupure, encore une fois, de vacances, la reprise tardive avec le Covid. Donc, voilà, ça, c'était sûr. Maintenant, je pense que Lens a pris confiance en deuxième mi-temps parce qu'ils se sont dit effectivement, bon, c'est aujourd'hui en fait qu'il y a un coup à faire. Après, encore une fois, Lens ne se crée pas non plus des occasions. Donc, parce que techniquement, c'est tellement faible qu'il y a des 2 contre 2 à jouer en deuxième période. Mais franchement, c'est inadmissible qu'en Ligue 1, ils ne soient pas capables de s'échanger le ballon. Franchement, je voyais des trucs, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. On nous parle de la formation, on nous parle de joueurs, mais moi, mais je vois des joueurs qui ne peuvent pas faire un 1-2 à 2 contre 2, quoi. Enfin, bref. Donc voilà, après, je pense qu'il y a plein de choses. La première, c'est que sur les 2 jeunes, Kalimundo et Kais Ruiz, je pense que sur le moment, on se dit c'est bien ce qu'ils ont fait. Quand on prend un peu de recul, c'est pas si bien. Alors Kalimundo, il a essayé de peser et je trouve que son jeu de haut but a été intéressant et il n'a pas pu s'exprimer un peu dans la profondeur, sauf 1 ou 2 fois parce que Lens n'est pas sorti. Sur Kais Ruiz, on voit qu'il est à l'aise avec le ballon, il a échangé et tout. Maintenant, je pense qu'il y a encore trop de superflu dans son jeu. Ça manque de spontanéité parfois. Et il y a aussi cette volonté de vouloir montrer que techniquement on est au niveau. Il y a eu 2-3 gestes où avec Lasmel, il a tenté des petits ponts. Alors il en a réussi un, mais il en a raté 2. Et pour moi, ça, c'est pas bon. Mais ça fait partie de ce que je répète depuis longtemps maintenant, de tout ce qu'on l'a laissé faire pendant la formation. Parce qu'il est au-dessus des autres, parce que ça fait un moment donné qu'il est surclassé. Et que, en fait, je suis désolé, mais c'est un très bon joueur, mais il ne progresse plus parce qu'en U19, il était déjà en U19 quand il avait 16 ans. Donc, en fait, on l'a laissé au même niveau pendant 3 ans. Et le problème, c'est que c'est les séances qui vont l'aider à grandir, mais c'est aussi les matchs. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, le problème de ce qui se passe depuis 2 ans avec Tourelle, notamment on l'a vu avec Mbesso l'année dernière, en fait, ces jeunes, ils ont du temps de jeu quand personne n'est là. Donc, en fait, tu les mets dans des conditions qui sont très compliquées. Ils doivent en même temps se montrer dans une équipe qui n'a pas de repères, dans une équipe qui est bouleversée, et dans une équipe qui ne peut pas gagner parce que devant, il n'y a pas les joueurs qui font la différence. Donc, en fait, et comme on a 0 principe de jeu collectif, puisque les principes de jeu, c'est donner le ballon à Neymar, à Di Maria ou à Mbappé, eh ben, en fait, on les met toujours en difficulté. Et moi, ce que je n'ai pas envie aujourd'hui, c'est de dire, leur taper dessus parce que ce n'est pas à eux de faire le jeu hier, et de 2, de dire ils ont joué, ils ont perdu à Lens, ils n'ont pas le niveau, et depuis les revoir jusqu'à décembre pour un match de Coupe de France où voilà, et moi c'est ça qui me dérange. Kais Ruiz, mets-le le jour où tu as ton équipe type et que tu dis aujourd'hui je fais reposer Di Maria, je mets Kais Ruiz. Kalimundo, c'est pareil, c'est-à-dire que tu dis je fais reposer Icardi, je mets Neymar, je mets Mbappé et je mets Kalimundo. Maintenant, si tu mets Kalimundo avec Kais Ruiz, avec Sarabia qui est en dedans, c'est des mettre en difficulté. Et moi, quand je parle de groupe à gérer avec les jeunes, c'est de ça que je parle. C'est les faire tourner, mais dans des bonnes conditions. Après, j'ai une question qui me vient mousse avec ce que dit Yacine, c'est que est-ce que les jeunes cette année ont une vraie carte à jouer? Parce qu'on le sait, le PSG ne va pas pouvoir recruter des milliers de cents parce qu'il n'a pas une grosse enveloppe de transfert. C'est un mercato compliqué. Kais Ruiz, il a un profil que le PSG n'a pas trop, à part Julian Draxler, on va dire, un peu dans le profil, un peu créateur, un peu voilà, qui peut être à la création et à l'initiative d'action. Kalimundo, là pour l'instant, c'est le seul neuf, on va dire, valide au PSG parce qu'Icardi a le Covid. Choupo-Moting, pour l'instant, il n'est pas encore revenu. On parle de lui qui peut revenir, mais il n'est pas encore au Paris Saint-Germain. Cavani est parti. Donc, est-ce que les jeunes peuvent avoir une carte à jouer cette saison? Alors, on sait, Tourelle a dit en conférence de presse que le PSG est un club dont on attend beaucoup de résultats, d'objectifs, etc. Donc, on n'a pas forcément le temps de faire jouer tout le temps les jeunes, mais je ne suis pas trop d'accord avec ce discours. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi, Mousse? En fait, tout dépend de la volonté du coach, en fait. Quel que soit le coach qui va diriger, qui dirige ou qui a dirigé le PSG, il a toujours eu à disposition soit une équipe réserve, soit les 19. Là, la réserve, elle n'existe plus, mais on va parler du cas de Diaby. Tourelle, il sait faire, en fait, parce que Diaby, il l'avait fait monter et il l'avait plutôt bien utilisé, ce qui lui a valu d'ailleurs de belles propositions et un départ en fin de saison. Donc, en fait, Tourelle, il sait faire ça. Kouassi aussi, voilà, mais bon, Kouassi, après, c'est un autre problème. Lui, il était en position de force, et puis il y avait un club comme le Bayern et la Bundesliga à l'avoir en poupe, donc il y a beaucoup de jeunes qui réussissent. Donc ça, c'est encore un autre problème. Mais sur les jeunes, encore une fois,
Yacine, il l'a très bien expliqué. Tu ne peux pas demander beaucoup à des joueurs que tu vois tous les 12-15 matchs. Bien sûr. Et si tu n'as pas un projet dès le départ, avant que la saison commence, c'est-à-dire pendant les matchs de préparation, le stage de préparation, si tu n'as pas un projet pour 2-3 jeunes, les meilleurs en tout cas des U19 par exemple, tu feras rien. Tu les feras monter quand tu auras des blessés ou des suspendus. Et alors eux, ok, ils sont contents, ils montent, mais il y a eu des exemples comme Mbesso la saison dernière. Bon, c'est vrai, il avait fait jouer arrière droit, mais ensuite on l'a plus jamais revu, comme l'a dit Yacine. Donc en D'ailleurs, fait, c'est soit tu intègres dans ton projet avant la saison, tu mets 2-3 jeunes, tu les gardes avec toi, et puis tu les fais jouer 5-10 minutes par match progressivement, puis 20 minutes, puis une demi-heure, etc. Parce qu'il y a beaucoup de matchs et que c'est important de faire un peu de rotation. Soit, comme l'a dit Yacine, tu t'en occupes pas du tout, tu t'exprimes en disant que le PSG n'a pas le temps parce que c'est un grand club et qu'il faut gagner. Et ben avec un tel discours, non, les jeunes, on n'en fera rien. Yes, avant que Ouais. j'aille voir Cédric, vas-y, tu peux intervenir. En fait, il y a deux choses. La première, rappelez-vous de ce qui s'était passé avec Le Guen, quand il avait lancé tous les jeunes à un match à Valenciennes, à l'époque. Ouais, ça, Il putain, ouais. n'y a que Sako qui s'en était sorti de cette génération-là. Tous les autres ont disparu. Parce que tu les as lancés dans un contexte. Bon, alors, ça a été encore une autre époque, un autre contexte. Mais malgré tout, tu avais lancé une équipe de jeunes en disant on va lancer les jeunes maintenant parce que ça ne tournait pas avant, etc. Tu les as tués. Et la deuxième chose, c'est que moi, je veux bien les jeunes et tout. Alors, il y a des questions d'âge, tout ça. Mais je suis désolé, mais à un moment donné, quand on voit par exemple Ansu Fati et Riqui Puig à Barcelone, ça apporte autre chose. Donc, pourquoi parce que, encore une fois, ils ont été aussi mis dans des contextes différents. C'est-à-dire que Ansu Fati, il joue pas le match de Coupe d'Espagne quand toute l'équipe a tourné. Il joue quand il y a Messi et Suarez, et derrière lui, Rakitic, Busquets et De Jong, par exemple. Riqui Puig, c'est pareil, il a joué au milieu avec Vidal et compagnie. Donc, on ne l'a pas jeté en disant c'est un match bidon. On lance 8 jeunes et on le met dedans et après on dit vous avez vu, finalement ils apportent pas. Bah, effectivement, ils apportent pas, ils sont pas prêts. Si on était prêt à 17 ans, ça se saurait. Donc il y a tout ça à gérer. Et c'est pour ça que cette gestion-là, elle me pose problème. Parce que parfois j'ai l'impression qu'on jette les jeunes en se disant ah, vous voulez des jeunes, je vais vous montrer. Je les lance tous en même temps dans une équipe remaniée qui n'a pas de repères, comme contre Reims l'année dernière. Tu perds et c'est ta justification. Ben voilà, vous voulez des jeunes, vous avez vu, ils n'ont pas le niveau. Voilà, donc vous les reverrez plus. D'ailleurs, Loïc Mbesso, qui avait joué à Reims l'année dernière au poste d'arrière droit, va être vendu à Nottingham Forest. Des infos que j'ai vues passer pour une somme un peu en dessous de 10 millions d'euros, je crois. Donc voilà, encore une fois, un jeune Titi bien vendu par Leonardo, alors avec très peu de matchs en professionnel. Cédric, toi sur les jeunes aussi, tu penses à peu près pareil que Mousseillas, que c'est la volonté et c'est le discours du coach en fait qui fait que tu les fais jouer, tu comptes sur eux ou pas? Il y a plusieurs choses en fait. Sur le match d'hier, on n'a pas le choix. Donc bah, là, voilà, on n'a pas le choix, donc on est obligé de les faire jouer. Après, moi, je rejoins Yacine pour dire que, par exemple, le match de Reims, tu les lances tous comme ça et après dire, bah voilà, vous avez vu, ils sont mauvais. C'est pas du tout le bon fonctionnement. Mais la différence avec le Barça ou d'autres clubs, c'est qu'il y a, il y a quelque chose que nous, on n'a pas. Et donc, Yacine, je pense qu'il va me rejoindre sur le coaching, un projet de jeu. Voilà, un projet de jeu. Ouais. Et le projet de jeu que tu as sur ta base, tu l'as aussi sur tes jeunes. Et c'est ce qui se passe au Barça, c'est ce qui se passe à Manchester City, c'est ce qui se passe dans tous les clubs où tu vas avoir des jeunes arrivés, etc. Peu importe. Nous, on l'a pas. Déjà, nous, personnellement, dans notre équipe première, on n'a pas de projet de jeu. Tourelle, il nous a rien amené au final. Donc, comment tu veux que tes jeunes puissent être incorporés dans une équipe où tu sais même pas comment tes propres joueurs ont leur animation offensive, au milieu, en défense, enfin peu importe. C'est compliqué. C'est compliqué de les intégrer. Et bon, après, il l'a bien fait avec Kwasi. Il faut justement les intégrer comme ça, petit peu par petit peu, dans des matchs, les faire jouer avec Neymar, les faire jouer avec Kimpembe, les faire jouer avec Marquinhos, etc. Mais c'est vrai que tous les lancer d'un coup, à part dans un match comme hier, parce que tu n'as vraiment pas le choix, c'est une très mauvaise chose. En tout Après, cas, il faut rappeler que le centre de formation, il y a ni cohérence et ni stabilité. Il n'y a rien. c'est Vous le problème. parliez de la Masia, par exemple, ou sur d'autres centres de formation, où tu as le même directeur de centre de formation depuis 10 ans, tu as Exactement. les mêmes entraîneurs en U12, U13, etc. Alors chez nous, un coup, on a eu un mec du Barça. Un coup, on a rappelé Luis Fernandez pour lui dire un an après, bah non, finalement, c'est plus toi.
Et chez les U19, je crois qu'il y a eu un entraîneur par saison, je crois. Parce qu'il y a 2 ans, on était encore avec Thiago Motta et la saison dernière, on a pris, je me rappelle plus de son nom, il y avait Guérin, je crois, qui était assistant, et je me rappelle plus de l'autre, et Stéphane Roche qui venait de Lyon. Ça va changer avec le nouveau centre. De Lyon. Non, c'était pas Lyon. Si. Bon, ouais, bref. Ouais, ça va changer Voilà. quand on aura vraiment le gros centre. Quand on aura le gros centre de Je France. sais pas, on va changer de centre, oui, mais est-ce qu'on va changer de mentalité, et surtout, est-ce qu'on va réussir à garder une stabilité pour le centre de formation? Ça, c'est une autre question. Et ça, encore, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Enfin, il a raison, Cédric. Il y a pas de cohérence, il y a pas de... Rien. On sait pas ce qu'ils veulent faire avec tous ces jeunes. Et puis d'ailleurs, ils partent tous un par un. Donc ça veut bien dire aussi que tu comptes pas forcément sur eux. On parlait de Thomas Tuchel, on va donc mettre les pieds dans le plat et revenir sur son nom de départ quand même et ses changements, Yacine. Il a commencé avec, moi c'est vrai que c'est toujours des innovations que je ne comprends pas de mettre. J'ai l'impression qu'il veut mettre un joueur à son faux poste pour dire regardez, j'essaye un truc, etc. Tu mets Kurzawa arrière droit qui est gaucher, donc tu sais que c'est très facile de le prendre. Lui, il rentrait toujours hier intérieur avec son Weymouth. Et puis aucun centre de sa part, et je crois que ni de Bernat, ou peut-être ou deux foirés, peut-être, non? Il a fait un centre, Kurzawa du droit, c'était une cacahuète foiré, voilà. À 40 mètres. Ouais. Mais c'était pas dur, voilà, parce qu'il rentrait tout le temps sur son gauche. Je sais pas, quand tu es professionnel, tu sais au moins faire un contrôle et une passe de ton droit, normalement. Donc Kurzawa, on l'a pas du tout vu faire ça. Alors, certes, c'est de la faute de Tourelle de le mettre à ce poste-là. Et après, sur le terrain, bon, il n'était pas à l'aise non plus. Tu mets Kerrer, que tu as fait jouer tout le Final 8 en arrière droit, tu le mets dans l'axe. Il y a des choix qui sont illogiques, Yacine, hier, dans la compo de départ. Alors, illogique et logique. Alors, le premier illogique, pourquoi Kurzawa? Parce que, en fait, déjà, on l'a vu dans toute l'histoire du foot. Il y a beaucoup de droitiers qui ont déjà joué à gauche. Il y a très peu, pour pas dire aucun, mais parce que c'est déjà arrivé, de gauchers qui jouent à droite. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gauchers, ils ont une attitude et un style de jeu et des caractéristiques très spéciales. Et en fait, ils ont exclusivement leur pied gauche. Et c'est très compliqué pour un gaucher d'avoir un pied droit. Mais c'est aussi morphologique, c'est pas qu'une question de progression technique, etc. Vous verrez dans l'histoire du foot, il y a très peu de gauchers qui se servent et qui savent bien se servir de leur pied droit. Donc déjà, c'est un mauvais choix. Et pour moi, ce choix, il est politique parce que tu as Dagba. Alors, on peut penser ce qu'on veut de Dagba, mais quoi qu'il arrive, c'est mieux d'avoir un droitier à droite. On a son plus grand défenseur, juste au tuto, là, dans la cour. Et en fait, le truc, parce qu'on reparlera de Dagba parce que son entrée aussi. Mais ouais, j'en parlerai avec mais ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire, j'ai pas de latéraux à droite, donc il m'en faut un. Donc je suis obligé de mettre un gaucher à droite. Ça, je vous le dis tout de suite, ça c'est un choix politique. L'histoire de Diallo, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans le podcast, les entraîneurs, ils sont très peu dans le monde. Nous, on l'a connu à Paris avec Armand et Sacco sur une saison, mais ils sont très peu à aimer jouer avec deux gauchers dans l'axe. Ouais. Donc, je savais que Diallo, il ne pourrait pas jouer. Il ne mettra jamais Diallo et Kimpembe tous les deux ensemble. Surtout que, juste coup de vue, surtout que Diallo, il est en manque de rythme. Il a joué quasiment aucune minute parce qu'il revient d'une blessure. Donc je pense qu'il a. Parce que blessure au dos, ouais. Ouais, on aurait pu aussi l'imaginer en latéral gauche, mais je pense que sans rythme, le poste de latéral, il demande un peu plus qu'un poste de défenseur central. C'est peut-être aussi pour ça qu'il n'a pas. Parce on aurait pu tenter Diallo à gauche, hein, mais de toute façon, il n'avait pas le coffre pour faire ce match-là, quoi. Je pense même que c'était un choix parce que quand tu vois la sortie de Kimpembe, c'est que Kimpembe, il était fatigué. Donc, je pense que même le choix de départ, ça aurait dû être Diallo. Mais je pense qu'il avait effectivement pas les jambes, pas le coffre, etc. Et la dernière chose, c'est que, alors là, c'est pas une question de choix, il n'avait pas le choix au milieu, c'est Gay, Herrera, Verratti, c'était les trois milieux de terrain de façon valide. Mais juste une chose, parce que souvent, on nous reproche d'analyser les matchs et de toujours, entre guillemets, minimiser ou de dire « ouais, mais l'adversaire, voilà ». En fait, on a la preuve parfaite de pourquoi, quand tu analyses un match, il y a la production de ton équipe, il y a les prestations individuelles, et il y a malgré tout le contexte et l'adversité. Parce que Gay, il fait un super match contre le Real Madrid. On avait dit à l'époque, un petit Real, malade, en construction, avec des absents. On nous a dit, oh, mais ça y est, quand le Paris bat le Real, c'est le Real qui est nul. Ben non, mais aujourd'hui, on voit bien. Depuis le Real Madrid, il n'a pas fait une prestation correcte. Donc, on est obligé de dire, quand on fait une analyse, effectivement, c'est contre telle équipe, à ce moment-là de la saison.
Voilà, c'est tout. Et il y a énormément de choses comme ça. Et sur le coaching, pour terminer, sur le coaching, moi, je suis désolé, tu perds 1-0. Je l'avais dit après la finale contre le Bayern. Tu as joué en 4-4-2 toute la saison. Tu n'utilises plus le système. Et même pour t'en sortir, quand tu es mené, tu ne l'utilises plus. Hier, tu es mené 1-0 à Lens. Tu ne te crées pas de situation. Et au lieu, par exemple, d'enlever un milieu de terrain, parce que de toute façon, Lens, ils ne t'ont jamais posé de problème en réalité. C'est toi qui as fait des erreurs, mais ils ne t'ont pas posé de problème. Donc, au lieu d'enlever un milieu de terrain, de laisser ton attaquant, d'en rajouter un deuxième, ou de faire jouer un joueur plus haut, en te disant on va mettre descendre, on va mettre du monde au moins là-haut, et puis on verra bien. De toute façon, on crée rien. Ah. Bah non, le mec, il enlève un attaquant pour faire rentrer Ressé, et ça me permet de dire un mot, et je suis désolé. Mais à un moment donné, dans les contrats, il va falloir mettre des clauses. Non, mais des clauses. Mais oui, c'est clair. Aujourd'hui, on sait calculer le poids de forme d'un joueur. Un peu bouffi. Hein. Non, mais c'est pas ça. Mousse, t'as fait le confinement avec lui. Non, mais je te jure, écoute, je vais il a fait des réserves de noisettes. C'était juste, il a juste planqué des noisettes en fait. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout un double menton. C'est fou. Je vais à peine exagérer. Mais nous 4 hier, on peut jouer à sa place. Ah ouais. Voilà. Aujourd'hui, comme on est là aujourd'hui. J'ai un bon petit niveau. J'aurais pas fait tâche hier, moi. Non, mais il peut pas courir, il peut pas faire un contrôle, il sait pas se déplacer. Non, mais à un moment donné, c'est un manque de respect. Tu touches 500 000 euros par mois, t'arrives avec 10 kilos de trop, t'es pas payé. Et tu vas perdre 10 kilos si tu as envie, mais à un moment donné, il faut arrêter. C'est pas possible. Et en plus, je sais pas si vous avez vu, mais la frappe qu'il a fait là, à la fin, mais il y avait tellement peu d'énergie, mais j'ai l'impression. Mais c'était une frappe, il n'y avait aucune intention, quoi. Mais tu vois, ça, par exemple. Que moi, mais quand il a fait cette frappe, je me suis dit, mais même pas, j'ai l'impression qu'il n'avait même pas envie de marquer, quoi. Non, mais ça, par exemple. Bien, quand même, c'est que si Paris est champion, il va prendre sa prime de 400 000 euros, parce que tous les joueurs auront une prime de 400 000 euros quand ils ont une prime de 400 000 euros quand ils gagnent le championnat. C'est 500 000 euros pour les champions et 5 000 pour les coupes nationales. Mais du coup, tu la verseras en plus de son salaire qui est déjà de 6 millions d'euros par an. Pour l'instant, les derniers. Pour terminer, juste sur ça, pour moi, c'est une faute de Tourelle de faire rentrer. Voilà, je préfère aller chercher un U17 qui va finir les 20 dernières minutes, tant pis. Mais c'est une faute professionnelle d'avoir pris Ressé dans ton groupe. Parce qu'il ne va pas me faire croire qu'il a découvert qu'il n'était pas en forme quand il est rentré sur le terrain. Nous, on l'a vu déjà quand il est sur le banc, sur le côté, on le voit déjà, c'est pas. Enfin, voilà, Cédric, même avec son masque, c'est vrai qu'on voyait déjà que le coup était un peu bien garni. C'est pas possible. Tu peux pas. Non, mais comme il dit, tu vois, comme dit Yacine, t'as Simons. Fais jouer Simons. Mais oui. T'as le petit jeune, t'as Simons. Pourquoi tu le fais pas jouer? Je sais pas. Je suis dubitatif, moi, les changements, je comprends pas. Pour te faire un résumé, Cédric, il fait rentrer ton chouchou Colin Dagba à la 68e, à la place de Kyle Ruiz qui semblait un peu fatigué. Abdou Diallo à la place de Kimpembe qui semblait lui aussi fatigué. Ressé à la place de Kalimundo à la 74e. Et Mitchell Baker à la place de Juan Bernat à gauche. Même Mitchell Baker qui a terminé, et il est gauche, hein, c'est pour dire quand même. Parce qu'à chaque fois, les changements, ça a un peu désorganiser l'équipe, Kurzawa est repassé à gauche, Dagba est repassé à droite, etc. Mais après, comment tu veux que les joueurs sur le terrain s'y retrouvent? C'est ça aussi, c'est ça. C'est pour ça qu'hier, en deuxième mi-temps, on avait l'impression qu'ils étaient pas mal perdus. On voyait même Diallo à sa rentrée qui donnait des consignes, qui disait va devant, replace-toi, etc. Ça veut dire que les mecs, ils étaient complètement paumés, en fait. Pour revenir sur Dagba, moi, je suis désolé. Ok, moi, je suis pas un super grand fan de Dagba. Mais c'est vrai que quand tu as un joueur dont c'est le poste, et qui a quand même, franchement, Dagba, il a quand même une expérience. Il a joué pas mal de matchs depuis qu'il est dans l'équipe première. Donc, normalement, tu l'alignes. Ensuite, en défense centrale, ok, tu peux mettre Kerrer, Kimpembe, un droitier, un gaucher, pas de problème. En tout cas, au moins à droite, tu as un joueur. Et à gauche, il y avait Bernat, dont c'était le poste. Et moi, rappelez-vous, le podcast précédent, j'avais même dit, pourquoi pas mettre Kurzawa latéral gauche et Bernat plus haut, en ailier. Si vraiment Draxler, il est parce que Draxler s'était un peu blessé à l'entraînement. Donc, tu avais aussi cette solution. Tu pouvais jouer avec les deux, avec un Bernat un peu plus offensif, parce qu'il est meilleur offensivement que défensivement. Et à droite, Dagba qui est un vrai latéral droit. Alors, le problème, c'était que devant lui, on avait un Sarabia, on ne comprend pas. Puisque Sarabia, c'est d'habitude un joueur qui se bat. Et même hier, on a l'impression qu'il a abdiqué. Alors, soit il y a un spleen qui est dû peut-être au final 8, il n'a pas assez joué, et peut-être qu'il a un peu de rancœur contre Tuchel, je ne sais pas. Mais même physiquement, son comportement, il y a quelque chose d'inquiétant. Il n'est pas souriant, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc voilà, et pour le milieu de terrain, évidemment, comme l'a dit Yacine, il n'y a pas d'autre choix que de faire jouer les trois.
Et heureusement qu'on a quand même un Verratti qui surnage au milieu. Parce que même si Herrera parfois on a l'impression qu'il fait des bons matchs parce qu'il court partout. Mais même hier, j'ai l'impression que parfois il courait un peu dans le vent. Et c'est vrai que le pauvre Ghana, depuis Madrid et aussi le match quand même contre Dortmund, le retour, où il était associé à Paredes, il avait fait plutôt un bon match. C'est vrai que ça commence à... Paredes qui avait fait un gros match. Hein. Ouais, mais Gay aussi, il n'avait pas fait un mauvais match. Ah non, non, Gay, il n'avait pas fait un mauvais match. Quand il fait un mauvais match, on l'a toujours dit. Mais là, on va dire que ce contre mauvais, mais c'était pas... Non, il n'a pas fait un super match, mais il n'a pas fait un mauvais match. Là, hier, on peut dire qu'il a fait un mauvais match. Ouais, j'ai pas de problème avec ça. Le problème, c'est que nous, il nous faut des joueurs qui fassent des bons matchs, pas des. Il n'a pas fait un mauvais match. Mais pour ça, il faut que tu installes tu arrives à trouver un projet de jeu pour ton équipe, tu installes une équipe type et un milieu type. Et là, ça change tous les matchs. C'est compliqué, ça aussi. C'est vrai que Cédric, on t'en parlait un peu tout à l'heure et Mousse en revenait dessus. C'est vrai que Pablo Sarabia, là, pour le coup, c'était lui le leader technique, on va dire, d'attaque, celui qui avait le plus l'habitude de jouer dans le 11 titulaire. Et en fait, on a l'impression que quand la lumière est trop sur lui, il a eu du mal à prendre ce leadership d'attaque, à créer les mouvements. On l'a vu très éteint, quoi. Il a touché moins de ballons que Kaiser Ruiz ou Kalimundo. C'est dire son faible apport hier. Sarabia, il y a encore un. Je vais encore revenir sur le projet de jeu. Sur hier, c'était un peu particulier. Mais Sarabia, c'est pareil. On le trimballe. Voilà. Il joue à droite, il joue un peu à gauche. On le met derrière l'attaquant. On le trimballe pas mal aussi, Sarabia. Il avait joué en faux neuf. Ouais, et puis quand tu le voyais jouer en Espagne, il jouait très très bien. Il était au milieu de terrain, c'était parfait. Là, la problématique, c'est comme on n'a pas ce projet de jeu, dont on parle et on reparle encore, bah, tes joueurs, tu les trimbales. Et au bout d'un moment, bah, il n'y a pas d'automatisme, tu perds un peu ton football. Puis, comme disait Mousse, le spleen, il vient peut-être de là aussi. Tu en as peut-être ras-de-bol aussi. Je suis à droite, je suis à gauche, je suis au milieu, je suis en bas. Après, moi, je ne le défends pas plus que ça parce que sur le match d'hier, je suis très en colère. Mais parce que c'est lui, justement, le leader technique en attaque qui devait apporter un peu plus. Mais je peux comprendre aussi, et je rejoins Yacine aussi sur ce qu'on disait sur Tourelle, quoi. C'est compliqué. Ouais. Vas-y, Yass. Le problème de Sarabia, c'est que en fait, il a besoin. Alors, déjà, il y a le côté athlétique, c'est-à-dire qu'il a pris un coup d'épaule d'entrée. Et en fait, je pense qu'il a compris tout de suite que le match, ça allait être compliqué physiquement. Après, Sarabia, le problème, c'est que c'est un joueur. C'est pas un top joueur déjà, faut pas se mentir, mais c'est un joueur qui se déplace beaucoup entre les lignes, etc. Et donc c'est un joueur qui a besoin, qui peut s'exprimer au mieux quand autour de lui il y a du mouvement, quand l'équipe elle échange réellement. Exactement. À partir du moment où on est dans l'exploit individuel du 1 contre 1, il peut pas exister. Il manque de puissance. On l'a vu dans des 1 contre 1, il essaye, il pousse le ballon, mais en fait il pouvait pas passer. Et si vous regardez bien tous les matchs, même la saison dernière, quand c'est comme ça, il est en difficulté parce que c'est un joueur, en fait, plus de circulation de balles, etc., que de 1 contre 1. C'est pour ça qu'il était très bon au milieu, un peu plus bas quand il jouait en Espagne. Voilà. Donc, en fait, évidemment que c'est de sa faute parce que malgré tout, pour moi, il a disparu carrément du match. Et ça, c'est pas normal. Mais il y a des explications quand même qui font qu'effectivement, si tu mets Sarabia avec Di Maria et Neymar, ben, ce sera quand même un autre Sarabia. C'est obligatoire. Voilà, mais c'est vrai que c'est dérangeant qu'ils disparaissent carrément du match. J'ai un chiffre et une stat à vous donner, un chiffre et une déclaration à vous donner, et moi je te ferai réagir sur la réaction. Déjà le chiffre, 314, donc ça faisait 314 jours que le PSG ne s'était plus incliné en Ligue 1. La dernière fois c'était à Dijon, une défaite de 1 le 1er novembre 2019. Et j'ai pris quelques réactions justement d'un joueur et du coach, donc Marco Verratti, qui parle de la défaite. Et justement, je veux avoir ta réaction, Mousse, là-dessus. Alors Marco Verratti dit « Je pense qu'il y a plusieurs facteurs sur la défaite. Je peux vous dire qu'on a donné tout ce qu'on pouvait. Je pense que notre maximum, c'était ça. On revient d'une semaine d'entraînement. Je pense qu'on ne peut pas en demander plus. Dans le vestiaire, tout le monde était fatigué. Ils ont donné ce qu'ils pouvaient. Le maximum qu'on peut donner, c'est ça. Après, c'est normal, on a le droit de prendre des vacances car on était sur les genoux. On doit jouer sur un match. On doit jouer un match après une semaine de préparation. Draxler s'est baissé hier, on a tout donné, maintenant on se repose, car dans 3 jours, on est dans le même délire et on ne doit pas se louper face à Marseille dimanche. Voilà, de ce qu'on ressenti Marco Verratti, nous sur le terrain, c'est qu'ils avaient tout donné en fait. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas donner au-delà avec le fait qu'il n'y avait pas eu de match amicaux de pré-saison, on va dire préparé, une semaine d'entraînement pour affiner les automatismes, des joueurs qui reviennent de sélection, ça a donné ce résultat-là hier. Bah voilà, c'est ce que je disais au tout début du podcast. On ne pouvait pas attendre plus du niveau du PSG parce qu'on connaissait leurs conditions physiques. Ils ne pouvaient pas donner plus. Je pense vraiment que l'équipe a sans doute dû se dire
voilà, si on fait un 0-0, personne nous en voudra. Et je pense que nous, Ouais, on aurait, la critique, elle vient on de aurait là. accepté, voilà, on aurait accepté le 0-0 parce que on sait qu'il n'y a pas eu beaucoup d'entraînement, qu'il n'y a pas l'équipe type, qu'en plus, il faut trouver une osmose entre des joueurs qui se connaissent très peu, parce qu'ils jouent très peu ensemble. Donc, évidemment, il y avait quelques circonstances aggravantes pour le PSG. Maintenant, moi, je crois que Marco Verratti, il est sur la même ligne que Leonardo, parce qu'il a pointé aussi l'histoire du calendrier, l'histoire de la reprise du championnat le week-end de finale de Ligue des Champions. Bah, là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. Alors, je ne pense pas qu'il se dédouane et qu'il se cache derrière ça. Moi, je pense surtout qu'il est inquiet parce qu'il connaît l'importance du match face à Marseille et c'est au Parc des Princes. Il ne faut pas oublier en Ligue 1, les joueurs, ils ont très peu de motivation. Il y a Lyon, il y a Marseille, et puis peut-être cette année Monaco-Rennes, parce que voilà. Mais c'est vraiment Marseille et Lyon. Oh, C'est c'est leur, dur, hein. c'est leur petite sucrerie de la saison, on va dire, tu vois. Dijon, Strasbourg, Amiens, c'était cool quand même. Ouais, voilà, mais non, mais ça, sérieusement, pour se motiver face à Strasbourg, Amiens, c'est compliqué. Ouais, je Contre sais. Marseille, t'as pas besoin, tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais je sais, j'ai Ah ouais. compris que c'était du second degré. Mais ce que je veux dire par là, c'est que lui, il est inquiet parce que sur les 6 qui étaient absents, les 7, pardon, il y a peut-être moyen de récupérer un Paredes, un Angel Di Maria, mais dans quel état? Donc ça va être pareil. Et Marseille, eux, c'est peut-être l'année où jamais, pour eux, je l'avais déjà dit la dernière fois, il y a non seulement une victoire contre le PSG, mais à l'extérieur au Parc des Princes. Pour eux, c'est pas 3 points, c'est 6. Cédric, on parlait du jeu de Tourelle, justement, du fait qu'il n'y avait pas de jeu, pas de patte, on va dire pas de philosophie de jeu. Et quand tu perdais, tu n'avais plus tes stars, tu étais sans repère parce que, comme Essine nous disait aussi, c'est vrai que pendant le Final Health et même pendant la saison, c'était beaucoup on donne le ballon à Neymar et on voit ce qui se passe. Et justement, dans une de ses déclarations hier, c'est intéressant parce qu'un journaliste lui pose la question quels sont les points améliorés sur la défaite d'hier? Et il dit que ça devrait aller mieux tout seul au fil du temps et surtout si des joueurs de grande qualité et qui sont décisifs reviennent. En fait, c'est un peu symptomatique parce qu'en gros, il compte sur des joueurs qui font la différence plus que sur une patte et une philosophie de jeu qui peut emmener une force collective, quoi. C'est exactement ça. De toute façon, c'est ce qu'on dit depuis le début avec Tourelle, c'est ce qu'on dit avec Yacine. C'est passe la balle à Neymar et à Mbappé ou à Di Maria, et puis t'inquiète pas, ils vont se débrouiller, ils ont l'habitude. C'est un peu dramatique, quoi. On a vraiment pas de projet de jeu. Je suis désolé, mais voilà. Et Emery, c'était un peu pareil, c'était un peu pourri aussi. Et on parlait de blanc, mais blanc, on avait du jeu. Voilà. Blanc, on Yacine, avait du jeu. il a dit aussi, on lui posait la question êtes-vous inquiet en vue du Classico face à l'OM dimanche? Tourelle répond non, mais je suis réaliste. On a besoin de plusieurs semaines pour se roder. Aujourd'hui, par rapport à notre préparation, on était dans la situation semblable à un match amical, mais ce n'était pas le cas. Lens était de son côté une équipe prête physiquement, on en parlait tout à l'heure, et qui avait bien joué face à Nice. C'était compliqué de créer des occasions face à leur 5-2-1-2. Il ne faut pas être trop critique avec les joueurs. Un 0-0 était possible et il y a eu des choses positives. Après, s'il faut jouer avec la même équipe face à Marseille, on le fera. Et si on joue avec la même équipe, avec les mêmes consignes, etc., le même coaching, ça risque d'être compliqué. Et là, Marseille, je pense que ce sera une toute autre humiliation si le PSG perd face à eux. Tu sais ce que j'ai l'impression, franchement, dans son discours, je te coupe 2 secondes, c'est juste que j'ai l'impression qu'on a dit aux joueurs, bon les gars, vous inquiétez pas, de toute façon, il y a des circonstances atténuantes, si ce match-là ou le prochain on les perd, c'est normal. Et du coup, les joueurs, dans leur tête, c'est, bon allez, au pire des cas, c'est pas grave. Et c'est ça qui me dérange, moi, en fait. C'est ça qui me dérange. Et tu as raison de le dire, Cédric, parce que Thomas Tuchel, en conférence de presse hier, avait dit, avant-hier, pardon, du coup, avait dit que n'attendez pas grand-chose du Paris Saint-Germain, exactement. 50, en gros, etc. C'est ça. Ouais, Mousse, après, tu vas voir Yacine. Ouais, moi je pense que dimanche, Thomas Tuchel, il va prendre le risque d'aligner peut-être 3 joueurs avec 1 ou 2 jours d'entraînement. Peut-être Di Maria, peut-être Paredes et peut-être Navas. Ça fait pas non plus 3 mois qu'on a arrêté de jouer. Attends, amigo, tu m'as pas laissé développer mon propos. Vas-y. Attends. Pourquoi je te dis ça? Parce que s'il y a défaite dimanche au parc, ça peut être très chaud pour Thomas Tuchel. Honnêtement, ça peut être chaud. Parce que Yacine l'avait rappelé dans le précédent podcast. Il avait rappelé l'enchaînement des matchs. Je crois qu'on enchaîne mercredi, donc on aura 2 jours de repos. Contre Metz. Contre Metz. À l'extérieur, du coup, hein, on est d'accord? 2 fois. À l'extérieur. 2 fois à l'extérieur. Voilà. Donc si tu perds Lens, si tu perds Marseille, donc non seulement, bon, il y a 2 défaites, c'est le plus mauvais début de championnat depuis 10 ans, parce qu'il me semble que c'était 2011, la dernière fois qu'on avait perdu sur notre premier match, parce que ce n'était pas la première journée, mais le premier match. Donc,
il y a gros danger pour Thomas Tuchel. Donc moi, je pense qu'il va pas prendre il va prendre le risque, d'aligner 3 joueurs, même s'ils ont 1 ou 2 jours d'entraînement dans les jambes, parce qu'il sait très bien, encore une fois, qu'en Ligue 1, ça peut suffire. Parce que là, il va pouvoir compter sur les individuellement, il va pouvoir faire ce qu'il fait d'habitude. Ok, le milieu de terrain, essayer de trouver Di Maria, essayer de trouver. Il y aura qui d'autre en. Parce qu'Mbappé ne sera pas là. Donc, soit il remet Kalimundo, soit Choupo-Moting signe avant. Et comme Florenzi, on en reparlera, c'est possible que ces 2 joueurs-là soient prêts pour dimanche. Et déjà, au gardien, tu auras Sergio Rico qui sera qualifié pour le match de dimanche. Voir Navas, parce que peut-être que pour un gardien, c'est peut-être moins grave d'avoir moins de. Parce que des séances individuelles, Navas, il peut en faire chez lui, de gardien. Tu vois ce que je veux dire? Il peut faire des séances d'entraînement. Ouais, bien sûr. Il suffit d'un mec qui frappe dans le ballon et tu as ton entraînement. Ouais. J'exagère, bien évidemment. Mais il va pouvoir, je pense, récupérer un peu plus de joueurs parce que c'est vraiment un match qui compte. Et ça, Tuchel le sait. Et franchement, pour moi, pour Tuchel, là, c'est le match de tous les dangers. Yacine. Ouais, moi je pense qu'il y a beaucoup de com dans tout ce qu'il dit. Moi je répète qu'aujourd'hui la sensation que j'ai c'est plus je tente un tout pour le tout. Soit on me donne des joueurs, soit je vais tout faire pour prendre mon chèque et me faire virer. Non, tu te trompes Yacine là-dessus, c'est pas du tout ça. Non mais peut-être. Moi je vous dis ce que je ressens parce qu'il y a des choses qui sont il y a des choses qui sont pas normales dans son comportement, dans son discours. Moi je suis désolé mais on est là. Alors là, on parle du PSG, mais toute l'année, quand on parle de foot, on est là à tout le tour taper sur tous les entraîneurs de Ligue 1 qui se plaignent de leurs effectifs, etc. Mais s'il y en a bien un qui ne peut pas parler là-dessus, c'est quand même lui. Et ça fait 2 ans qu'il nous ramène toujours à il manque un truc, et le calendrier, et j'ai 2 blessés, et Neymar, il n'est pas là. Ok, mon gars, mais à un moment donné, tu as quand même un groupe. En Ligue 1, s'il y en a un qui ne doit pas parler de groupe et d'effectifs, c'est toi. Tu fais que ça. Donc, à un moment donné, moi, je pense qu'il y a un vrai problème là-dessus. En plus, cette année, avec son rapport au pouvoir avec Leonardo, dont on avait parlé la dernière fois. Et moi, réellement, je pense que, tu sais, des fois, il ne faut pas croire que les entraîneurs, ils sont attachés à tout. Il y a des entraîneurs, Ancelotti s'est fait virer de Chelsea, il continue à être payé, il n'avait rien à foutre. Donc, il ne faut pas croire que tous ces entraîneurs, ils sont attachés à quelque chose. Ils ont construit quelque chose où ils essayent. Quand ça ne va pas, c'est pas grave. Quand je disais ça, Yacine, je disais juste que si vraiment il voulait partir, il sait très bien qu'avec Leonardo, il peut trouver un arrangement rapidement. C'est pour ça que je dis ça. Par contre, là où tu as raison, oui, mais là où tu as raison, je finis. Le fait qu'il fasse de la politique, etc., je suis d'accord avec toi. Même hier, quand il répondait sur Florenzi, tu avais l'impression qu'il était ironique. Ouais. Tu vois, parce que bon, il y a eu la réponse sur Guendouzi où là, il n'était pas ironique, mais sur Florenzi, tu avais donc moi, je pense vraiment que ce mercato va poser, on l'avait déjà dit qu'il y a un problème entre Tuchel et Leonardo, pardon. Et je pense que ce que tu as dit sur Kurzawa, c'est peut-être vrai. Tu vois, parce que je crois qu'il l'avait déjà fait la saison dernière, je ne sais plus dans quel match, pour dire voilà. Il avait mis Bernat en milieu relayeur, je crois, 2-3 fois. Non, à la finale, il a déjà joué, non? Je sais plus. La finale de la Coupe de France, je crois. Quand il rentre à la place de Kierrer ou je ne sais plus quoi, non? Mais moi, je te parle de la saison dernière. Pas juste pour finir là-dessus, en fait, pourquoi moi je dis ça? Parce que c'est une énorme différence dans ton image de partir en négociant que d'être viré après une finale de Ligue des Champions. C'est-à-dire que si tu es viré après une finale de Ligue des Champions, en fait, c'est le PSG qui aura une mauvaise image en disant ils ont viré leur coach après une finale de Ligue des Champions. Tandis que s'il négocie son départ, en gros, c'est lui qui dit je veux partir. Et moi, je te dis. Leonardo, Yacine, jamais, il aurait dit la vérité. Il aurait dit il est venu nous voir, nous on voulait le garder, il est parti. Leonardo, c'est pas Enrique, hein. Leonardo, il parle. Donc je pense pas qu'il aurait laissé. Non, mais ce qui veut dire, c'est l'image. Tourelle voulait avoir une belle image. Il veut pas partir avec l'image du mec qui se casse, quoi. Moi, je pense pas. Moi, à mon avis, moi, je rejoins Yacine sur un truc, sur le fait, en fait, qu'il a appuyé. Thiago Silva est parti, vous avez vu Choupo-Moting est parti, vous avez vu Cavani est parti, vous avez vu Kouassi est parti, comment on va faire, on manque de joueurs, etc. Et sur ce match d'hier, il a appuyé en mettant justement Kurzawa à droite, en faisant ces changements un peu bordéliques. Et je pense que le match d'hier, il s'en est servi aussi pour appuyer tout ce qu'il a dit depuis plusieurs semaines en disant là-dessus, je suis d'accord, c'est ce que je disais sur le fait qu'il veuille partir, je ne pense pas, mais sur le fait qu'il veuille appuyer en disant vous avez vu, je vous ai prévenu les gars. Parce que tu sais pourquoi, Cédric?
Parce qu'il joue sur le fait d'être le coach qui a le mieux réussi sous KUC, 4 titres nationaux finales, et pour lui, il se sent intouchable. Et il se dit, de toute façon, c'est pas Leonardo qui a emmené l'équipe en finale, c'est moi. Donc peut-être que je vais obtenir gain de cause et on va Il peut-être a recruter. bénéficié aussi de circonstances. Enfin, bon. Oui, non, mais ça au Qatar, on s'en fout. Attends, faut pas oublier Les que c'est aussi le circonstances. mec, Il est arrivé c'est en le mec qui a le finale, plus c'est bel ça le plus effectif. important. Attendez, vas-y Cédric, pas tout à C'est la aussi fois. l'entraîneur, Mousse, qui a le plus bel effectif. Oui, Depuis. oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Oui. Pas C'est de sûr problème. Mais en tout cas, le résultat, il est là. Il est en finale et pour les Qataris, c'est largement suffisant. ouais. Donc pour moi, il est en position de force comparé à Leonardo. Par contre, s'il y a encore une défaite, là, ce sera Leonardo qui sera en position de force. Parce que perdre face à Marseille au Parc des Princes, ça va être très très mal digéré si ça arrive. Est-ce que ce serait pas souhaitable? Non. Même si moi, j'ai pas du tout envie. Mais moi, franchement, je même le redis. si j'ai du mal avec Tourelle, c'est pas pour autant que je souhaite Ah, une défaite. non plus. Exactement. Sinon, Jamais de la vie. mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que c'est pas souhaitable que voilà, on gagne Marseille, mais que derrière on fasse d'autres matchs un peu pourris et qu'on change. Moi, je réappuie encore une fois, je reviens encore une fois avec mes coachs. Mais pour moi, Allegri, c'est toujours c'est le coach que je souhaite depuis très longtemps au PSG. Eh ben, écoute, peut-être que ton vœu se réalisera si l'ami Thomas Tuchel fait encore quelques matchs compliqués comme hier face à Lens. On va terminer avec la page Mercato, donc. Et c'est arrivé, qui a été confirmé par Thomas Tuchel hier au micro d'Olivier Talaron. Une énième recrue, Serie A, Amadine Leonardo. Et l'arrivée donc d'Alessandro Florenzi, le joueur de l'AS Roma, international italien, à 36 sélections. Il a joué d'ailleurs pendant la Ligue des Nations. Il avait joué les 90 minutes contre la Bosnie. Alors, Yacine, je me tourne vers toi. Son profil, tu as fait un papier pour détailler un peu son profil. C'est un prêt avec option d'achat de 9 millions d'euros, d'après les informations de Sky Sport Italia. C'est un enfant du club de la Roma, un milieu latéral de formation, mais qui a été repositionné en latéral droit. L'expérience, polyvalent, offensif. Je te laisse nous détailler son profil. C'est un prêt payant apparemment, ce qu'a dit Di Marzio ce matin. C'est pas un prêt gratuit. Non, Et l'option d'achat est à 9 millions. C'est ce qu'il dit. Ouais. Yacine. Franchement, alors, on enlève d'abord les blessures. C'est un super joueur. Voilà. C'est un très bon joueur. C'est un joueur qui a une qualité technique au-dessus de la moyenne, qui s'est centré. Et c'est un joueur qui est très sérieux, très rigoureux. Voilà, il respecte les consignes, etc. Après, dans le profil, en fait, son rôle idéal, on va dire, c'est couloir dans un 3-5-2. Voilà. Ça, c'est son rôle idéal. Maintenant, c'est un joueur qui est capable de jouer à 4. Il l'a fait et tout, mais c'est vrai que son meilleur poste, on va dire, voilà. Après, il y a ses blessures, dont 2 coups sur coup. Les croisés en 2016 et 2017, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est toujours un problème. Parce qu'en fait, les joueurs, on ne sait jamais à quel niveau ils reviennent. Voilà. Après, c'est toujours. Moi, j'ai pas d'avis définitif à partir du moment où en fait, le joueur est sérieux, avec un bon comportement. Il peut toujours en fait se reprendre, retrouver du niveau. Il y a la préparation, il y a plein de choses. C'est pas comme certains joueurs où tu dis c'est pas bon. Voilà. Lui, tu sais qu'il a fait des très bons matchs. Il est quand même toujours en sélection italienne. C'est pas rien. Donc, je pense que pour moi, c'est une bonne recrue. Effectivement, ça s'apparente au Paris Bernat. Ça veut dire qu'un joueur avec des qualités qui correspondent au PSG, parce que malgré tout, le PSG, à part 3 matchs dans l'année, il domine 90% des matchs. Donc, il ne va pas lui demander de défendre pendant 90% des matchs. Pour le ballon, donc en général. Voilà. Maintenant, ça s'apparente à ça. Ça veut dire que c'est soit la bonne surprise, soit un peu entre deux en se disant, voilà, effectivement, il ne s'est jamais remis de ses blessures. Et si la Roma n'en voulait plus, tu peux aussi te poser cette question. Maintenant, peut-être que lui, il avait aussi fait le tour là-bas. Ouais. Tu sais, quand tu restes longtemps dans un club, c'est aussi compliqué. C'est un enfant du club. Il est arrivé à 11 ans à l'AS Roma. Donc voilà, c'était vraiment un joueur. Il avait été prêté là, les 6 derniers mois de janvier. Il était ce que je veux dire. Mais ça s'était mal passé avec Celades, qui en plus dans un contexte Valence, on sait, c'était compliqué. Mousse, pour détailler l'arrivée de Florenzi, c'est vrai que ça peut être un pari à la Juan Bernat. Un joueur, un latéral, en plus on le sait, c'est un marché très très compliqué, les latéraux. C'est un joueur confirmé sur le plan européen, mais qui a eu des grosses blessures. Il faudra voir son niveau physique, en fait, son état physique, quoi. Moi, je peux pas comparer ça avec Juan Bernat pour 2 choses. L'âge des joueurs déjà, et aussi le nombre de matchs joués par Florenzi comparé à Bernat lorsqu'on l'a recruté.
quand on recrute Bernat, les 2 dernières saisons, je crois, il doit faire peut-être 15 matchs, 20 matchs, je ne sais plus, quelque chose comme ça, sur 2 saisons, hein, ce qui n'est pas grand-chose. Si tu regardes les statistiques de Florenzi, sur les 3 dernières saisons, même quand il est prêté, si tu comptes aussi les matchs internationaux, parce qu'il est toujours appelé, sauf quand il est blessé, bien évidemment, il joue. Il joue beaucoup. J'avais vu sa stat, il joue plus de 30 matchs en général. Bah, il fait quasiment 100 matchs les 3 dernières années, ce qui n'était pas du tout le cas de Bernat. Donc Bernat, on avait des interrogations sur parce que lui, non seulement il avait perdu sa place sur la blessure, mais aussi sportivement au Bayern, tu vois. Donc parce que quand il était apte, il jouait pas non plus, tu vois. Donc pour moi, c'est juste là la différence. Pour le reste, pour moi, c'est une bonne affaire parce que tu prends pas beaucoup de risques, encore une fois. S'il fait l'affaire, tu lèves l'option d'achat, c'est pas cher, 9 millions d'euros, et tu t'octroies un joueur qui a beaucoup d'expérience. Donc pour moi, ça c'est bien. Très très bonne frappe de balle aussi, on l'a pas dit, il met des buts somptueux. Donc là-dessus, pour moi, franchement, encore une fois, pour moi, c'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire comme Bernat. Après, mais la raison s'arrête là parce qu'encore une fois, il a quand même beaucoup plus de matchs dans les jambes. Après, sur le poste de. Alors, apparemment, c'est Rudy Garcia à l'époque de la Roma qui le met plutôt sur un côté, que ce soit sur le 4 ou à 3. Voilà. Mais moi, je suis persuadé que ce ne sera pas le seul latéral droit. Je ne pense pas qu'on mette nos billes juste sur un prêt avec un joueur dont on va faire un pari, en fait. Donc, pour moi, je pense qu'il y aura un deuxième, parce que Kerrer n'étant pas vraiment un latéral droit, qui n'est pas du tout un latéral droit d'ailleurs, c'est pas juste pas vraiment. Et pour moi, Dagba, s'il y a une proposition, ils le vendront. D'accord. Tu ne peux pas te contenter juste de Florenzi. Au grand désarroi de Cédric. Juste pour finir, quand je disais, de toute façon, c'est mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Bien sûr, hein, bien sûr. Et quand je parlais de la comparaison avec Bernat, c'était plus dans, en fait, le doute qu'on a sur le niveau qu'il peut atteindre au PSG. Pas sur le profil, effectivement, il a plus joué que Bernat, il a même été capitaine. Il a presque 30 ans, tu vois. Est-ce qu'on l'attend encore? On n'attend rien. Bernat à 25, tu peux te dire encore, tu vois. Mais bon, ça a l'air d'être une valeur sûre, tu vois. Ouais, mais rappelle-toi, Bernat, quand il arrive, on n'en attend pas grand-chose. Il y en a même qui disent, pourquoi on fait Bernat? C'est quoi ce joueur qui arrive? Donc, tu vois, c'est pour ça que je dis ça. C'est dans la comparaison, ce qu'il est capable d'atteindre. Cédric, c'est vrai que c'est un marché très, très compliqué, les latéraux, surtout dans ce mercato un peu sevré avec le contexte qu'on connaît. On avait parlé de pistes comme Hector Bellerin qui coûtait entre 25 et 30 millions d'euros. Il y avait aussi Ricardo Pereira de Leicester qui s'est fait aussi une blessure, mais qui était un latéral droit intéressant. Mais tous les très bons latéraux, de toute façon, ils sont titulaires dans leur club, passant par Alexander-Arnold avec Liverpool, Kimmich au Bayern, Carvajal au Real Madrid. Donc c'est compliqué de trouver des bons latéraux. Et Florenzi peut convenir par rapport. Leonardo a dit qu'il fallait être créatif sur le plateau du Canal Football Club. Voilà, il essaye de trouver des pistes en tout cas. Et puis sa polyvalence a dû jouer. On sait que Leonardo aussi il aime bien les joueurs polyvalents. Ouais. Il peut évoluer, c'est vrai que sur tout le couloir droit, que ce soit en ailier ou en latéral. De toute façon, il faut savoir une chose avec Leonardo, c'est que sa façon de travailler, il travaille avec une personne de confiance, c'est tout. Parce qu'il ne veut pas justement que les plans soient divulgués, etc. Donc c'est une omerta. Au niveau de la preuve, Florenzi, personne n'a vu. Personne n'a vu arriver. Moi, je pense que c'est une bonne pioche. Après, c'est un pari un peu à la Bernat aussi. Il faut pas se cacher. Il a eu 2 grosses blessures. Mais contrairement à ce que j'ai pu entendre, je ne pense pas qu'on recrute un autre latéral droit. Et si on fait, on va dire entre guillemets, des économies où on est rusé un petit peu sur ce poste-là, c'est peut-être, je dis bien peut-être, connaissant Leonardo, pour faire 1 ou 2 gros coups sur d'autres postes. Et à mon sens, je pense que c'est ce qui va se passer. De garder l'argent, de recruter un joueur en prêt et de pouvoir investir sur un autre poste, par exemple un poste de milieu ou défenseur central. Peut-être, je ne sais pas, j'attends de voir. Mais connaissant Leonardo, il nous a toujours sorti des choses incroyables de son chapeau. Donc, je vais garder cet optimisme pour moi. Mais le problème, c'est que c'est une année de crise, Cédric. Sur une année normale, je te dirais d'accord. Sur cette saison, je ne crois pas qu'il y aura de gros coups. Est-ce qu'il y a des infos, Mousse, par rapport à Julian Draxler? On sait que le Paris Saint-Germain veut s'en séparer. Il a un salaire de 600 000 euros. Là, il était blessé hier à un adducteur, donc il n'a pas joué. Il y en a qui pensaient même parce qu'il était en instance de départ, mais c'était, je pense, dû à la blessure, sinon il aurait joué. Est-ce que le Paris Saint-Germain veut vraiment, coûte que coûte, s'en séparer? Ah bah évidemment, il va s'en séparer, mais il partira pas. J'ai sorti un papier il n'y a pas longtemps en expliquant que... Non. En fait, il n'a pas d'intérêt à partir parce que les clubs qui sont positionnés, selon lui, ça ne correspond pas à son standing. Lui, il joue au PSG, il joue à la Ligue des Champions toutes les saisons. Deuxièmement, si tu signes à l'Hertha Berlin ou à Leverkusen et que ça se passe bien, tu t'engages pour 4-5 ans, tu es bloqué. Donc après, il va falloir retrouver un autre club. Et tu peux retrouver un club qui est encore à l'étage en dessous, encore pire.
Alors que quand tu es libre et qu'il n'y a pas de, tu vois, il y a pas de mouvement financier, et ben un club qui joue la Ligue des Champions, il peut, ce sera un pari. Il peut tenter le pari. Julien Draxler, il est pas, quand il a des blessures, c'est pas des grosses blessures. Je crois pas qu'il a eu de grosses blessures musculaires dans sa carrière. Donc c'est quand même un joueur physiquement qui est plutôt fiable, une très bonne technique. Il est international allemand. Il est toujours convoqué, même quand il ne joue pas. Donc sur un gros club, ça peut être un pari. Et lui, je pense que c'est ce qu'il attend en fait. Parce que non seulement tu as l'opportunité de jouer dans un club qui jouera la Ligue des Champions, et en plus, financièrement, c'est super intéressant parce qu'on peut te donner le même salaire qu'au PSG parce qu'il n'y a pas eu de transfert à payer. Et en plus, tu récupères même, comme d'habitude, une petite prime à la signature. Donc sur Draxler, à moins qu'un gros club ne vienne, c'est un peu comme pour Gay en fait. Ce sera pareil parce qu'on a quelques joueurs de valeur. Gay, Herrera, on peut les vendre, c'est vrai. Et Leonardo, je pense qu'il ne se privera pas. Euh, alors, il faudra l'accord des joueurs, bien évidemment. Hein. Tu ne peux pas forcer un joueur à partir. Gay, tu ne pourras jamais le forcer à partir. Même si tu trouves Everton, Newcastle, Southampton, il n'ira On parlait pas. de Manchester, là. Manchester United, Pour qui? Pour Gay. Ah pour bon? moi, il n'ira pas. Ouais. Mais alors, J'ai pas vu. Manchester, ils ne sont pas qualifiés pour la Ligue des Champions. Manchester, si, Bien c'est sûr. possible. Ils sont qualifiés. Ah oui, ils sont qualifiés finalement. Ils sont arrivés quatrième, c'est ça? Ouais. Quatrième, voilà, c'est ça. Alors là, c'est peut-être une possibilité. Mais moi, j'ai rien vu sur Manchester et il n'y a rien de concret. Donc ça, c'est peut-être des rumeurs qui circulent. Ouais. Et même ça, parce qu'il vient juste d'avoir un enfant, même pour Manchester, moi, j'y crois pas trop. Ouais. Yacine. Ouais, je voulais juste dire, s'il y a quelqu'un qui écoute, à Draxler, tu peux aller où tu veux, mais surtout refuse l'échange avec Guendouzi, s'il te plaît. Non, mais ça se fera pas, ça. Franchement, Non, c'est pas faire ça. Ouais, Mais pour nous, pour nous. Manchester United, j'ai vérifié, Manchester United a terminé 3e du championnat. Troisième. Ouais, De toute façon, c'est simple. Chelsea. canon. Ouais, Chelsea. C'est simple. Tout ce qu'on entend au niveau des transferts, à l'heure actuelle, ça ne se fera pas. Ce qu'on va avoir, c'est un joueur qu'on n'attend pas. Comme Florenzi, comme d'habitude. Tu verras. C'est vrai que c'est souvent le cas. En sous-marin, Mais en tout cas, c'est vrai que Florenti, ah, personne. mais sans départ, je vous jure, hein, sans départ, ça va être compliqué. De toute Parce façon, que, Leonardo l'a dit, hein, avant de pouvoir acheter, il faudra vendre. Donc, mais bien sûr. Et un mec comme. Vous croyez vraiment qu'un mec comme Herrera, après la saison qui vient de passer, la complicité qu'il a maintenant avec tous les autres hispanophones du vestiaire, un mec comme Paredes, qui lui aussi, hein, Leonardo, s'il y a Paredes, moyen de le vendre. Mais quoi? Mais Leonardo, s'il y a moyen de vendre Paredes, je te jure qu'il le vend. je Il pars. vend Herrera, il vend Gay, il vend Paredes. Mais, il faut garder les joueurs quand même. Ah, mais ce pas que je veux toucher à dire, Paredes. il ne Oui. faut pas oublier quelque chose. C'est pas ses joueurs, c'est pas Mhm. lui qui les a choisis. Et crois-moi que parce que si tu vends les trois, je sais pas moi, imaginons Herrera 20 millions, parce qu'on l'a eu gratuit, 40 Gay, 40 Paredes. Donc tu as 100 Ah, millions. Tu peux mais- retrouver deux milieux de terrain. Tu peux prendre Savic que tout le monde veut. Et tu peux prendre un autre joueur aussi, tu vois ce que je veux dire. Tu Donc, peux prendre Partey à 50 Ouais. millions. mais ça ne se fera pas. Hein. Il vendra pas les trois. Hein. Là, je suis dans la fiction. Mais s'il pouvait, crois-moi, Enfin, il s'en priverait pas. Hein. 40 millions pour Gay, c'est utopique quand même. Hein, en ce moment. Hein. Non, pour le marché anglais, tu peux. Ouais, si. Pour le marché Un Manchester anglais. qui se place dessus, tu le vends 35. Bon, en tout Mais cas, Manchester, c'est pas placé dessus, hein, Cédric. Hein. Ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Wayne Rooney avait parlé de Gay en disant ouais, moi, si j'étais Manchester, je ferais venir Idrissa Gueye. Et en fait, ils l'ont dit quand? Bah, ça, c'était après son match, je crois, face à Madrid, il me semble. Non, c'est ressorti là, il y a peu de temps. Là. Ah ouais, bon, Ah. pour moi, il n'y a rien. bon, en tout cas, on aura l'occasion d'en reparler d'ici là, parce que le mercato ferme ses portes le 5 octobre. Donc d'ici là, il y aura encore quelques mouvements, on l'espère, du côté du Paris Saint-Germain. Je voulais vous remercier d'avoir été avec moi pendant ce podcast. Merci Cédric, merci Yacine et merci Mousse. à vous. Malheureusement, le Paris Saint-Germain a perdu pour ce premier match de Ligue 1. Mais on se Ouais. donne rendez-vous lundi pour débriefer. Pour une victoire. Pour se débriefer. Ouais, pour une victoire. Et on espère une victoire pour le Paris Saint-Germain, évidemment. Et oui, Salut à centre de Florenzi et but de Choupo-Moting. Ouais, voilà. Ça veut dire que Choupo-Moting, il faut qu'il accélère pour signer quand même. On est vendredi. Hein. Ouais, Ouais, ça va. je vais aller le chercher à l'aéroport, là, vous inquiétez pas. Ouais. Vas-y, monsieur. Bon, merci en tout cas à tous les trois et puis on se dit à bientôt. Pour le prochain podcast. À bientôt. Ciao, ciao. Salut, les gars.